Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être venus nombreux pour cette table ronde intitulée « De Dupont de Ligonnès aux chevaux mutilés, faire retour sur les faits divers ». Donc on va avoir une discussion pour comprendre, en fait l'objet de cette discussion c'est de comprendre pourquoi des journalistes à un moment donné, quelques années après les faits, se décident à réenquêter, à réexaminer des faits divers, à essayer de comprendre comment est-ce qu'ils les choisissent, comment est-ce qu'ils enquêtent, comment est-ce qu'ils trouvent un angle, comment est-ce qu'ils trouvent une forme aussi à ce qu'ils veulent dire. Donc pour explorer toutes ces questions, on va avoir le plaisir de discuter avec, je vais démarrer à ma droite, avec Pierre Boisson, rédacteur en chef de Society, co-auteur de l'enquête en 2 volets parus à l'été 2020 sur Xavier Dupont de Ligonnès. Une affaire un peu hors norme. Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce que tout le monde voit qui c'est ? Je pense que oui. Voilà. Qui s'est évanoui dans la nature en avril 2011 après, selon toute vraisemblance, avoir tué sa femme, ses 4 enfants, les avoir enterrés sous la terrasse de la maison. Et les 2 chiens, effectivement, aussi, également. Je vous présente par ordre alphabétique. Ça, voilà. Mathieu Deslandes, tu es journaliste à la Revue des Médias, donc on travaille ensemble. Voilà. Et toi, tu as réalisé une enquête sur l'affaire des chevaux mutilés qui a défrayé la chronique aussi à l'été 2020. Et ton enquête apparue à l'été 2023, donc c'était 3 ans après les faits. Gaël Joly, journaliste police-justice à France Info. Tu as notamment participé, et c'est pour ça à ce titre-là que tu es avec nous, à 2 séries de podcasts, du podcast Cold Case, qui racontent des grandes affaires criminelles à travers un angle particulier. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Ondine Millot, journaliste indépendante, et après 16 ans à Libération. Alors j'ai oublié, évidemment, je les avais apportés. Donc l'enquête de Dupont de Ligonnès, elle est ressortie en format poche, voilà, chez Point Seuil. Et Ondine, tu as écrit 2 livres qui font retour sur un fait divers. Les monstres n'existent pas, sur l'affaire Dominique Cotterêts. Donc cette aide-soignante dans le Nord qui a tué 8 de ses bébés à la naissance. Et puis, en 2021, le coupable idéal, donc là, autour d'un fait divers dont tu aurais presque pu être témoin. Voilà, en tout cas, tu étais sur les lieux du drame, mais tu n'as aucun lien direct avec le drame, on le précise. Aucun lien de cause à effet. Donc, l'histoire d'un avocat qui essaye de tuer le bâtonnier du tribunal de Melun et qui se suicide dans la foulée. Voilà. Donc, comme ça permet de redonner un petit peu de contexte sur ces histoires. La première question, très logiquement, c'est de savoir pourquoi, en fait, à chacun, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir faire retour sur un fait divers et comment est-ce que vous les avez choisis? Gaël, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pour France Info d'où vient cette idée et comment elle a pris forme? Bonjour à tous. Donc nous, à France Info, on a fait... je ne sais pas si vous les avez écoutés, mais on a fait 2 podcasts d'été sur des cold cases. Et c'était une série d'été qu'on a créée juste pour le podcast, ça s'appelle un podcast natif. Et on avait choisi un angle très particulier qui était des cold cases qui avaient été résolus, parce qu'on parle beaucoup des cold cases, on ne trouve jamais les coupables. Et bien nous, on s'était dit qu'on allait mettre un peu d'optimisme dans tout ça et on avait choisi des cold cases qui avaient été résolus par une technique scientifique. Et donc, on voulait aussi montrer qu'on avait des grands enquêteurs en France. Et on a même cherché des techniques qui ont été inventées pour résoudre telle affaire. Par exemple, l'affaire Élodie Kulig dans le nord de la France. C'était une jeune banquière qui a été sauvagement assassinée. Et en fait, il y a un enquêteur
qui s'appelle Emmanuel Famoy et qui a importé, on va dire, l'ADN de Parentel en France. Ça venait des États-Unis. Il avait lu ça dans des journaux. Est-ce que tu peux expliquer en l'ADN en deux une mots, seconde, voilà. on a un ADN d'un coupable, donc celui d'Élodie Kulik. Et à partir de ça, on va chercher dans les fichiers pour voir si on ne peut pas rechercher par sa famille. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé donc, le père de celui qui avait tué Élodie Kulik. Et c'est comme ça qu'ils sont parvenus à l'identifier. Et donc c'est lui qui a importé l'ADN de Parentel en France. Parce que dans cette affaire, il y avait 5000 prélèvements qui avaient été faits, 5000 prélèvements ADN, je crois, et aucun ne matchait. Il fallait trouver une autre solution. Exactement, toute la commune avait été testée, donc il fallait trouver une solution. Et donc il a attendu 1 an qu'on lui donne les autorisations en France pour consulter ce fichier et faire l'ADN de Parentel. Et c'est arrivé, et cette affaire a été résolue grâce à ça. Très belle affaire. Voilà, donc la première saison, c'était sur la science, trouver l'angle, voilà. C'est ça un peu par la science. Et ensuite, on a fait l'inverse, c'est-à-dire on a choisi des cold cases. Alors, on a essayé de trouver des cold cases que les gens ne connaissaient pas. On n'a pas été chercher l'affaire Grégory. On a cherché 5 cold cases peu connus et dans lesquels les familles se sont battues comme des lions. Et en fait, c'est le combat des familles, ça s'appelle. Et c'est très, très, très émouvant de voir comment elles se sont battues. Et grâce à elles, en fait, le dossier n'a jamais été fermé et les enquêtes continuent. Et chaque histoire est vraiment très touchante. Voilà, donc c'était un angle complètement différent, mais très fort aussi. Je me tourne vers Pierre. L'origine de cette obsession pour Xavier Dupont de Ligonnès ou de cette envie de le retrouver. En fait, c'est marrant parce que à Society, bonjour à tous, pardon. À Society, en fait, personne ne le sait, mais avant de faire Xavier Dupont de Ligonnès, quand on a lancé le magazine, c'était il y a 10 ans, parce qu'on on fête nos 10 ans, on avait un carnet faits divers à l'intérieur du magazine. C'était 6 pages consacrées aux faits divers, dans lesquels on abordait vraiment tout type de sujet, et on le faisait parce qu'on croyait aux faits divers comme un fait sociétal important et une manière de traiter la société de manière originale avec des angles différents. C'est d'ailleurs ce que faisait très bien Libé avant nous, et c'est le traitement de libération du fait divers qui nous inspirait quand on avait lancé ça. Et moi, j'avais commencé à faire j'ai pas un fait diversier, j'ai jamais vraiment travaillé là-dessus, j'ai jamais travaillé avec des contacts dans la police, etc., comme un vrai journaliste, j'ai jamais fait ça. Mais en traitant le fait divers, je me suis aperçu que dans les premiers, c'est des petits articles, on faisait des articles de 6000, 8000 signes, que ça me permettait d'aller dans des espaces de la société où jamais je ne serais allé et où les journalistes n'allaient souvent pas. Donc dans les milieux les plus populaires, dans les milieux les plus élitistes, dans l'église, voilà, dans toutes sortes d'aspects tous les pans de la société. Et c'était super intéressant parce qu'on arrivait à parler de personnes dont on ne parlait jamais dans la presse. Je me rappelle que le premier qu'on a fait dans Society, c'était en Haute-Marne. Donc moi, je suis originaire de là-bas. J'avais vu un petit feuillet dans le journal de la Haute-Marne sur un type qui a mis le feu à une maison où il y avait un Picasso à l'intérieur. Et donc je commence à enquêter dessus et j'arrive à retrouver sa femme. Finalement, on échange des courriers avec le mec en prison, etc. Et en fait, c'était quelqu'un de vraiment très 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 pauvre qui n'avait pas d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, et il avait voulu aller voler de la viande dans le congèle de cette maison-là, parce qu'il avait entendu parler que les propriétaires de cette maison secondaire avaient acheté plein de viande chez le boucher et qu'il l'avait surtout sans doute congelé. Il y était là avec son beau-frère, il s'était pris une cuite au whisky et il s'était dit allez hop, j'y vais. Résultat, ils sont bourrés, ils arrivent sur place, ils se blessent, ils laissent des gouttes de sang par terre et ils se disent bon, il faut qu'on réagisse, on va voir que c'est nous, allez foutons le feu à la maison. Et ils brûlent un Picasso et un Van Gogh, je crois. Voilà. Cette histoire-là, ça racontait l'histoire de cet homme, l'histoire de son milieu, et moi je trouvais que c'était une manière c'était extrêmement intéressant de pouvoir le raconter dans nos pages. Donc avant Xavier Dupont de Ligonnès, il y avait ça, et c'est comme ça que le fait divers était dans l'ADN de Society. Et en parallèle, sur Dupont de Ligonnès, en fait,
quand on a lancé le magazine, on avait aussi cette idée de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait mettre en couverture si un jour on pouvait mettre ce qu'on voulait comme grand récit. Et on s'était dit, retrouver le Malaysian Airlines ou retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, on a lancé les 2 enquêtes. Moi, je me suis mis sur les 2. J'ai commencé finalement par le Malaysian Airlines, que j'ai pas retrouvé. Et après, sur Xavier Dupont de Ligonnès, que je n'ai pas retrouvé non plus. Donc, pas détective privé, ça ne sera pas une reconversion. Mais c'était... l'idée, là, a été différente, je pense. C'était quand même de jouer plutôt sur un casse-tête intellectuel que personne n'arrivait à résoudre et de jouer un peu à l'enquêteur, qui est, à mon avis, quelque chose qui est aussi propre un peu aux faits divers. Pas tous, hein, mais d'une certaine façon, quand on se retrouve à travailler, je trouve, sur un fait divers, je ne sais pas si les autres seront d'accord avec moi, mais on joue un peu le rôle de policier ou le rôle de détective privé. C'est des figures qui sont des figures du récit du fait divers et qui se mélangent un petit peu d'une certaine façon. Et voilà, et sur Dupont de Ligonnès, c'était de se dire ce type a disparu, s'est envolé. Comme ça, il a sans laisser de traces et sans que personne ne retrouve la moindre piste pour expliquer cette disparition. Il y a forcément un détail quelque part qui se cache qui va nous expliquer la solution. Et pareil sur le Malaysian Airlines. Et on s'est dit, voilà, c'est cet enjeu un peu de Cluedo d'une certaine façon qui, en tout cas moi, me donnait envie de m'attaquer à cette affaire. Merci. Je vais passer le micro à Ondine. Alors, toi, dans tes 2 livres, tu voulais pas retrouver le coupable. Je crois que ta démarche était un petit peu différente. On les connaissait déjà les 2 fois, donc c'était pas une énigme, effectivement. Donc, que cherchais-tu à faire ? Qu'est-ce que tu voulais explorer ? Qu'est-ce que tu voulais raconter en te penchant sur ces histoires ? Alors, pour reprendre ce que disait Pierre, je suis tout à fait d'accord. En général, quand on a envie de creuser une histoire, c'est qu'on pense qu'elle raconte plus que juste elle-même. Je sais, c'est assez banal de dire fait divers, fait de société, etc. Mais moi, j'en reste convaincue. En plus, j'ai eu la chance, comme disait Pierre, de faire du fait divers à Libération, où on ne me demandait pas du tout de ramener les détails gore, le nombre de coups de couteau, etc. On me demandait de raconter une histoire. Je me souviens d'une fois où on m'envoie, c'était dans un camp de gens du voyage, c'était vraiment sordide. En fait, un grand frère avait tué sa petite sœur et violé et tué sa petite sœur. Et tous les médias faisaient parler la mère. Et la mère, c'était vraiment atroce, en fait. Enfin, elle pleurait. Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas envie d'aller déranger cette dame. Et j'ai raconté finalement l'histoire de l'intégration, plutôt de la non-intégration, en l'occurrence, de cette communauté de gens du village qui s'était sédentarisée, qui vivait dans le village, mais qui vivait totalement ostracisée et sans scolarité, enfin, avec des parcours, ce qui n'excuse rien et ce qui n'explique pas tout, mais voilà. Retourner sur une histoire, aller voir un fait divers, c'est quand même parce qu'on pense qu'il va nous dire des choses, qui va nous permettre effectivement d'aller voir des couches de la société de toutes sortes où on rentrerait pas forcément sinon, et qui va nous raconter des choses. Donc, pour pas faire une réponse trop longue, il y a 2 fois où je me suis dit j'avais envie de faire un livre. La question de départ, c'était je ne comprends pas du tout cette histoire. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, la première histoire inconcevable, c'était l'histoire d'une femme qui a tué ses 8 bébés à la naissance et qui était l'aide-soignante la plus adorée de tous ses patients, la grand-mère qui ne travaillait pas le mercredi pour s'occuper de ses petits-enfants, adorée de ses 2 filles, etc. Un truc qui collait absolument pas, c'est-à-dire les actes... sur l'échelle de l'abominable les pires, et à côté de ça une personne dont on disait qu'elle était la plus empathique, donc se mettre à la place de l'autre, qu'on connaissait. L'autre histoire, tu disais que j'étais là, effectivement, c'est pas pour ça. Sur Dominique Vanier, sur Dominique Cotterêts, on peut dire, enfin, tu dis dans ton livre, parce que tu l'as approché, et pour la première fois, tu dis pour la première fois, j'ai accès au bourreau. J'ai accès, voilà.
J'ai Ouais. accès au bourreau. Enfin, c'était un peu la phrase provoque, j'ai accès au bourreau. Je ne suis pas sûre que ça ait fait très plaisir à Dominique, mais bien sûr, ça faisait 20 ans, enfin presque, et là maintenant ça fait 25, que je travaille sur le fait divers. Et le problème, c'est que les auteurs, les agresseurs, les violeurs, on y a assez peu accès, puisqu'ils sont en prison, ou qui se sont suicidés, ou qui sont introuvables. Or, on se retrouve du coup, nous journalistes, à aller voir des victimes. Et c'est très important de donner la parole aux victimes. Et moi, j'ai vécu le mouvement MeToo et toute la parole des victimes comme une joie intense, en fait, de voir que, enfin, donc c'est indispensable de donner la parole aux victimes, mais ne faire raconter la violence que par la victime, c'est-à-dire celle qui la reçoit. Au bout d'un moment, ça me posait un véritable problème. Enfin, parce qu'on en venait à raconter, cette personne, elle est née là, elle s'appelle comme ci, elle vit comme ça, et puis pouf, on l'a violée. Mais c'est pas pour ça. Enfin, c'est presque à dire, sinon c'est sa biographie qui ferait donc, pour moi, au bout d'un moment, en tant que journaliste, raconter la violence, si on veut être utile, c'est-à-dire éventuellement jouer un petit rôle en prévention, c'est-à-dire voir les signes, voir d'où elle vient, à ce moment-là, il faut aller voir les auteurs. Et c'est effectivement pour ça que, donc, du coup, je vais faire très court sur le deuxième. C'est un livre sur un meurtre entre avocats. Une des deux personnes a survécu, c'est la victime. Il avait très envie qu'on fasse un livre sur sa vie parce qu'il a une vie totalement hors norme, hallucinante. Mais c'est pas parce qu'il a cette vie-là qui s'est fait tirer dessus. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça vient vraiment de l'histoire du tireur, qui a une histoire de profonde détresse, d'enfance malheureuse, de ne pas trouver sa place dans la société, etc. Et de devenir quelqu'un qui fait une fixation sur un autre d'ordre paranoïaque. Et pareil, je lui dis, moi, je ne peux pas écrire ce livre sans parler de l'auteur, sans parler de d'où vient la violence, parce que si on pense qu'on peut jouer un tout petit rôle utile, c'est quand même peut-être ça, de voir les signes avant-coureurs, les profils, les enfances, les façons de grandir, de recevoir de la violence et après de la restituer. Alors, Mathieu, pour toi, je pense que l'approche était un petit peu différente, puisque nous, on parle de médias. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ton idée d'enquête ? Oui, je peux. Et bonjour. Moi, en réalité, c'est un peu une entourloupe, si je suis honnête avec vous. Parce qu'effectivement, même si j'aime beaucoup le fait divers et que j'ai pratiqué ce genre dans des vies antérieures, depuis que je travaille à la Revue des médias, c'est pas mon travail de raconter des faits divers. Si j'aborde des faits divers, c'est forcément un peu méta ou qu'il y a une raison liée à la fabrique de l'information, la couverture de ce fait divers. L'affaire des chevaux mutilés m'avait captivé, comme la France entière, au sortir du confinement, parce que mon cerveau était resté loin de moi, et donc je me faisais des nœuds, comme tout le monde, en lisant ces informations étranges. Mais si j'ai fini par m'en emparer dans le cadre de mon travail, c'est parce qu'à un moment, j'ai eu envie d'essayer d'étudier quelque chose. Je voulais étudier le rôle des journalistes dans un cas de psychose collective. Je cherchais à comprendre si, en suivant nos méthodes de travail habituelles, confronté à une psychose collective qui s'installe, on aggrave les choses ou pas. Petit spoiler, je ne crois pas qu'on ait arrangé quoi que ce soit, mais bon, c'est pas irrémédiable. Mais donc c'est avec ce désir de comprendre ce mécanisme-là que j'ai cherché une histoire et que j'ai fini par m'arrêter sur celle des chevaux mutilés. Mais ça n'a pas commencé par le désir de revenir sur cette histoire-là. C'était un cas d'école qui se présentait. Je l'ai choisi parce que ça m'avait marqué, parce que j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir compris ce qui s'était passé au fond. J'avais aussi l'impression qu'on n'avait pas tellement raconté la fin de l'histoire, pour peu qu'elle existe. Et donc, je voyais la possibilité pour moi de raconter quelque chose d'un peu de nouveau, puisque quand on arrive 3 ans après, enfin, on publie 3 ans après, je commence à travailler peut-être 2 ans et demi après, il faut vraiment avoir quelque chose de neuf à dire, sinon on passe quand même pour un rigolo, et j'avais pas envie de ça.
Et donc voilà, j'avais de l'espace pour raconter quelque chose de plus, il me semble. Est-ce que vous avez eu à convaincre vos rédacteurs en chef, votre éditrice, de l'intérêt du livre, de revenir comme ça sur des faits divers, etc. À France Info, c'est une initiative du chef de service de la direction, non ? La série, pardon. Oui, alors nous, on a proposé cette série d'été. Le problème, c'est toujours la question des moyens. C'est-à-dire que dans cette radio de service public qu'on adore, il faut du temps, de l'argent, on n'en a pas. Donc, il a fallu qu'on dise qu'on travaille là-dessus, mais en dehors de nos journées longues de travail. Donc, c'était le deal. C'était un peu un podcast, un podcast un peu... Pirate, voilà. Mais en fait, on est tous des journalistes avec beaucoup d'envie et on avait envie de raconter ça. Donc, avec ce deal-là, on a réussi à arracher quand même un technicien pour nous faire une très belle mise en onde, comme on dit. Et on a travaillé quand même un an dessus, de septembre à... C'est long de faire les interviews, de monter, d'aller chercher des archives, d'écrire en fait, en radio, de raconter tout ça. Mais et finalement, au bout du premier, ils ont vu que ça marchait super bien parce qu'on a fait quand même au total 1,4 million d'écoutes. C'est énorme pour un podcast qu'on a fait en dehors de nos heures de travail. Et donc, du coup, on a eu beaucoup plus de facilité à vendre le deuxième podcast. Là, c'était allez-y. Ouais. Donc, Pierre, on a compris qu'il n'y avait pas de travail de conviction à faire avant. Non, c'était plutôt le contraire parce que le directeur de la rédaction était vraiment à fond sur l'histoire de Ligonnès et j'étais plutôt obligé de le calmer en disant bon... je veux pas non plus je sais pas, parce que je le tenais un peu au courant de l'avancée de l'enquête et puis quand je lui disais, je me rappelle d'un coup, je lui disais il y a un virement aux Philippines un peu bizarre d'un des membres de la famille, il me dit demain tu pars, prends ton billet. Je disais attends 2 secondes, c'est quand même bon, c'est pas sûr et certain non plus que ce soit une piste, je vais quand même un peu creuser avant de partir à l'autre bout du monde et c'était ça à chaque fois quoi. Ce qui est pas forcément un ordre du tout, c'est plutôt un élan qui est, je pense, qui est pour la raison pour laquelle moi j'adore bosser à Society, c'est que il n'y a jamais la question des moyens, même si en fait elle existe au fond, bien sûr. Maintenant que je suis rédac chef, je vois bien quand même qu'il faut quand même se décider aussi en fonction du prix d'un billet. Mais il y a toujours eu à l'intérieur du magazine cette idée, et c'était vraiment particulièrement le cas pour Society, puisqu'on a quand même été 4 à bosser dessus pendant plusieurs années, même si c'était vraiment de manière intermittente. Il y avait l'idée que pour produire de l'information de qualité, il faut mettre des moyens, c'est-à-dire du temps, de l'argent, payer des déplacements. On a toujours favorisé le fait d'aller faire une interview sur place plutôt que par visio ou par téléphone, même si ça coûtait, je sais pas, 1 000 € de billets, de frais pour aller envoyer quelqu'un à New York. S'il y a une interview à faire à New York, il faut la faire en face, même si des fois le gain est marginal, mais parfois il est énorme aussi. Et donc voilà, c'était plutôt parfois dire bon, on se calme, mais je vais le faire à fond. Ondine, toi, tu as eu à convaincre ton éditrice, ou elle était de l'époque, ou elle était tout de suite emballée par... Non, il faut convaincre aussi les éditeurs et les éditrices. Alors, quel argument as-tu mobilisé ? Alors, mais écoute, en fait, on va dire le fait divers, les éditeurs et les éditrices, on ne va pas se mentir, il y a un engouement qui était un petit peu moins présent au moment de mon premier livre, mais qui maintenant est, avec les true crime sur les plateformes, etc., est absolument dingue. Donc ça arrive souvent que des éditeurs et des éditrices, aux journalistes de faits divers qu'on est là, nous disent « vous n'avez pas une histoire », etc. Mais cela dit, moi le problème c'est que j'ai une approche totalement anti-sensationnaliste. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout faire frémir dans les chaumières. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc, du coup, j'ai dû quand même convaincre les éditeurs que j'allais vers une autre démarche parce qu'elle avait un sens. Alors, du coup, il fallait expliquer...
ça a quoi comme sens si c'est pas juste pour faire frémir dans les chaumières? Et donc, je me souviens très bien d'une discussion avec l'éditrice pour le premier, où je lui dis, mais tu te rends pas compte, les femmes qui tuent leur nourrisson à la naissance, que ce soit Véronique Courgeot, que ce soit toutes celles qu'on connaît, elles font toutes pareilles, elles se ressemblent, elles ont des enfances qui se ressemblent, des adolescences qui se ressemblent, des maris qui se ressemblent, des façons d'agir où elles gardent les corps des bébés, ce qui est quand même très particulier. C'est un crime qui profite pas à l'agresseur. Normalement, on dit à qui profite le crime. Et elle me dit, bon, d'accord, très bien, mais je comprends pas ce que tu veux raconter, je comprends pas. Et à un moment donné, elle m'énervait. Je lui ai dit, je veux faire un livre pour dire que les monstres n'existent pas. Elle me dit, ah, ça très bien, c'est parfait, ça nous fait un titre. Donc, il faut juste trouver, en fait, parce que moi, je pensais que ce que je lui disais déjà était suffisamment convaincant, mais voilà, il faut trouver quelque chose qui fasse le lien entre vous, l'éditeur, et bien sûr, évidemment, surtout les lecteurs. C'est quand même pour eux que ça se passe. Donc, le deuxième, c'est pareil. Pour moi, j'avais l'impression qu'il parlait vraiment de ce que c'est que d'être un bouc émissaire, de ce que c'est que de la paranoïa et la fixation, la projection. Et ça, avoir quelqu'un qui vous déteste pour des raisons obscures, je crois qu'on a tous, c'est tous arrivé de vivre ça. Donc c'est un peu ce que j'ai présenté à l'éditeur aussi, quelque chose d'identificatoire. Mathieu, tu te rappelles si tu avais eu des difficultés à me convaincre ou pas? Non, je crois pas, mais non, je me rappelle de 2-3 tensions entre moi et moi. En fait, j'aime pas parler de mes sujets pendant que je travaille dessus, sinon après ils m'intéressent plus, j'ai constaté ça. Et comme là, ça a traîné pendant 6 mois, j'ai fait autre chose, je vous rassure. Enfin, je rassure tout le monde, mes employeurs. Mais voilà, du coup, il me semble que j'en ai peu parlé, voilà. Mais je me disais, calme-toi, l'histoire est vraiment cool, mais il faut que tu restes dans ton couloir média, pratique médiatique, etc., pour que ça reste légitime dans ta publication. Je me souviens de ça. Et je me souviens aussi que j'étais terrorisé parce que j'avais très peur d'apparaître comme un donneur de leçons qui arrivait après la bataille, connaissant un peu la fin de l'histoire et jugeant les journalistes qui avaient travaillé parfois dans la précipitation, enfin en tout cas tous dans une forme d'urgence. Et donc pour moi, c'était facile de constater là où il y avait eu des manques de prudence, des petites erreurs, des grosses erreurs. Et donc je me revois. Enfin, j'ai relu le papier hier matin dans le train pour venir ici. Et j'ai repensé aux bouffées d'angoisse qui montaient quand je contactais les journalistes les uns après les autres. Et je me disais, mais qui je suis là? J'arrive en pointant leur défaillance. Et voilà, c'est un peu cette position-là qui m'avait compliqué la vie, je crois. Très bonne transition vers la prochaine question, qui est de savoir comment est-ce qu'on travaille concrètement, maintenant, une fois qu'on a compris un petit peu ce qui vous motive, enfin ce qui était à l'origine de vos démarches respectives. Comment est-ce qu'on enquête? Comment est-ce qu'on travaille, quoi, pour revenir là, c'est un fait divers. Enfin, c'est un angle particulier, l'engrenage médiatique. Mais on connaissait un peu la fin. Il y a des choses qu'on connues, donc on revient. Tu ressollicites des gens a posteriori. Ils peuvent éventuellement, en tout cas, tu redoutes qu'ils prennent ça comme une mise en cause. Comment tu les convaincs? Enfin, comment est-ce que tu revérifies tout ce qui est dit dans les papiers de l'époque? Comment tu fais? Alors, la première, il me semble que le premier choix à faire, c'était mettre des pans entiers de cette affaire de côté. C'était trop immense et je ne pouvais pas raisonnablement avoir l'ambition de refaire tout le film dans toutes ses dimensions qui étaient vraiment, vraiment très importantes. Et j'ai trouvé mon cadrage quand j'ai pris conscience de l'importance qu'avait joué un groupe Facebook qui s'appelait Justice pour nos chevaux, qui très vite avait joué 2 rôles. C'est le lieu qui avait cristallisé les peurs de tous les éleveurs. C'est là qu'ils se retrouvaient en ligne pour confronter leurs expériences, partager des conseils d'organisation. Oui, moi je fais des rondes la nuit avec des lampes torches, etc.
Et en même temps, c'est aussi l'endroit qui est devenu, au cours de l'été 2020, la source d'information des journalistes qui essayaient de compiler les cas de mort de chevaux suspects sur le territoire. Et donc ce groupe, voilà, j'ai pris conscience qu'il était très important, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la personnalité de la personne qui avait monté ce groupe, qui était une jeune femme qui s'appelait Pauline, dont je choisis de ne pas donner le nom de famille, même s'il est très facile à trouver, parce que pareil, je me suis dit que j'avais aucune raison d'aggraver son malheur. Elle a été jugée pour dénonciation imaginaire, je crois, et mauvais traitement. Et je n'avais pas de raison en plus de lui pourrir sa réputation numérique pour la vie éternelle. Donc ça, c'est une des décisions que je prends. Je me demande aussi, est-ce que je nomme les journalistes qui n'ont pas tous bien fait leur travail dans cette même logique de penser à leur avenir, et que ça n'aide pas forcément à la compréhension. Moi, c'est les mécanismes qui m'intéressent plus que les rôles individuels, enfin quoique. Mais là, ça aurait été vraiment très bizarre, puisque je parle d'articles, je parle de sujets télé, et donc leurs auteurs sont tellement faciles à trouver que ça n'aurait pas eu de sens de les anonymiser, sachant que je les fais réagir aussi dans mon papier. Après, sur les méthodes de travail, moi j'ai essayé de refaire en partie l'enquête, reconstituer la manière à la fois dont la jeune femme qui était donc devenue cette lanceuse d'alerte, qui est au cœur de mon papier, avait vécu. J'ai retrouvé son entourage familial, amical. Je suis allé sur place à Dieppe et dans les environs pour faire une enquête de voisinage à retardement. J'ai essayé de reconstituer le travail aussi des policiers. Donc là, sur ce coup-là, autant le fait d'arriver tard avait calmé un certain nombre de peurs. Moi, j'ai eu l'impression que ça rendait tout un peu plus simple. D'abord parce que l'affaire était close sur le plan judiciaire. Du coup, un certain nombre de craintes étaient écartées de ce point de vue-là. On n'était plus dans une ambiance de frénésie. Donc voilà, mes conditions de travail étaient sans doute plus faciles. Aussi lié au fait que quand vous contactez quelqu'un qui vous dit non, je peux pas, j'ai pas le temps, et puis que en fait vous avez des semaines et des semaines devant vous, et que du coup vous le relancez toutes les semaines, au bout d'un moment ça lui prend quand même moins de temps de vous répondre que de vous sortir une énième excuse. Mais il y a un point sur lequel le fait d'arriver tard a été problématique, c'est que un des policiers qui pour moi était assez important, je voulais vérifier un certain nombre d'éléments chronologiques et puis d'ambiance. Je suis arrivé trop tard, il était mort juste avant que je l'appelle. Voilà. Okay. Alors, sur l'enquête, c'est assez... alors, comme on l'a résumé assez rapidement... Vous étiez 4 ? On était 4. Tu étais déchargé de la rédaction en chef? Ouais, plus ou moins. Ah, ok. Non, mais en fait, la manière de procéder, en fait, c'est tellement tentaculaire, l'affaire Ligonnès, que il y avait tellement de choses qui avaient été écrites, et nous, on arrivait effectivement après, et c'était la promesse qu'on faisait aussi aux gens qu'on interrogeait, c'est-à-dire on reprend l'affaire à zéro. Il y a sans doute quelque chose à travers lesquels on est passé. Donc, si on veut le trouver, il faut vraiment recommencer. C'est vraiment un truc de film, mais c'est aussi la vérité. Donc, on a, je dirais, dans un premier temps, ratissé gros, donc balancé des filets et essayé de remonter tout ce qu'on pouvait. Donc, toutes les informations, tous les documents, interroger tout le monde, franchement, tous les gens qu'on pouvait, qui étaient encore vivants. La personne qui l'a croisé un jour parce qu'il lui a vendu un abonnement à son entreprise des routes des commerciaux, à un membre très proche de sa famille, voilà, tout ce qu'on pouvait. Y compris des gens qui n'ont pas été interrogés au jour de la publication par la police. Un ou deux, je crois. Quelques-uns, mais
Plutôt parce que, enfin oui, je pense que la police a bien fait son travail dans cette affaire, mais il y a une ou deux personnes qui, à mon avis, auraient pu être interrogées, qui ne l'ont pas été, et que les policiers d'ailleurs, nous ont dit qu'ils auraient dû les interroger, et qu'à l'époque, c'est là aussi on voit la manière dont fonctionne la police. L'affaire est énorme, elle se passe partout dans la France, donc en fait les gens qui dirigent l'enquête, quand il y a quelqu'un à interroger dans le sud de la France, c'est pas les personnes en charge de l'enquête qui interrogent quelqu'un, c'est le policier de Montpellier qui va aller faire l'interrogatoire, guidé un peu par la police de Nantes par exemple, mais le policier de Montpellier, il connaît moins l'affaire, etc. Et il peut louper des trucs, et parfois, il oublie de faire remonter des informations, et il y a des informations qui se perdent. C'est aussi pour ça que des enquêtes aboutissent pas, quoi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est ramasser tout ce qu'on pouvait. Puis après, moi, on était 4, donc chacun avait un peu son couloir. Et comme moi, j'étais dans la rédaction, j'étais le seul en contrat, donc je dispatchais un peu les rôles. Et moi, je centralisais vraiment toutes les infos. Où j'essayais d'aller faire toutes les parties d'enquête aussi avec les uns ou avec les autres. Et puis après, une fois qu'on a eu tout ça, il y a la phase du récit à laquelle on viendra peut-être après, mais à un moment, quand je pense que tout le monde a été confronté à ça ici, à un moment, quand on a toutes les informations en main, se pose la question de où est l'histoire. Et il faut trouver, je pense, l'histoire dans cette matière d'information. C'est pas si facile que ça à trouver, c'est pas qu'une question d'angle, c'est ce que Ondine disait, c'est quoi mon histoire en fait, c'est les monstres n'existent pas. C'est pas si facile que ça à trouver. Et alors ça vient peut-être des fois d'un déclic de l'éditrice mais voilà, il faut trouver le truc. Et nous alors je laisse la parole après, mais genre on pourra en revenir, mais c'était ça la difficulté. Et parfois, je trouve que Joanne Didion disait un truc pas mal, je pense. Elle dit c'est toujours facile de trouver le début, mais le plus dur, c'est de trouver la fin. Et quand on ne sait pas où on va, on est un peu paumé. Et donc, savoir d'où on va commencer, surtout sur des affaires de faits divers, en général, ça commence quand même par les crimes. C'est le plus simple. Mais après, une fois qu'on a raconté ça, où on va et qu'est-ce qu'on veut raconter, je pense que c'est l'autre phase après l'enquête. Donc du coup, nous en radio, c'est un exercice qui est différent. C'est compliqué de raconter une enquête à la radio. On ne peut pas passer 30 minutes, nous, à parler et à vous raconter notre travail. Donc on est obligé de travailler autour du son. Donc c'est pour ça qu'aussi on est un média pour lequel les gens, dans lequel les gens ont confiance, et on diffuse des interviews qu'on enregistre, et donc on ne transforme rien, et on a besoin de ces interviews. Donc c'est compliqué aussi parce qu'on ne peut rien faire sans du son globalement. On avait construit, par exemple pour le combat des familles, on n'était pas là pour refaire l'enquête, mais on voulait expliquer les failles de pourquoi ces affaires n'avaient pas été résolues, ce qui n'avait pas marché et ce qui restait à faire. Et donc on a passé de longs mois à aller voir les gens, à les entendre, faire des très longues interviews. Et aussi on a construit tout notre sujet autour des archives qui nous ont beaucoup aidés dans le récit. En fait on a concentré tout ça, on a écouté, on avait des feuilles en vert, en rouge, en jaune en fonction des archives, pour savoir ce qu'on allait mettre. Donc on n'a pas vraiment fait d'enquête, on a plongé dans le dossier judiciaire, mais je pense que Ondine aussi, peut-être tu as travaillé comme ça. On s'est noyé dans le dossier judiciaire, peut-être vous aussi d'ailleurs. Et puis voilà, on a travaillé comme ça. Mais avec une difficulté, tu disais, il y a une masse d'infos qui arrive, et puis par ailleurs, France Info, vous êtes habitué à des durées plus courtes. Là, il faut vous adapter à un format plus long. Oui, d'habitude, on fait des papiers en 50 secondes ou en 1 minute 20, et là, il fallait faire des récits de 30 minutes. Donc, on a inventé un produit, parce qu'on est parti de rien. On a inventé un produit avec ce récit. On a passé c'est rare pour nous de passer des jours entiers mais comme vous, j'imagine, on en reparlera peut-être après
Ouais, de la façon de concevoir. Mais en tout cas, dans le travail qu'on a fait de récolte, c'était celui-là. C'était peut-être plus simple sur l'autre angle qui était la science face au crime. Voilà, là, par exemple, moi, j'avais fait un épisode sur Jacques Ranson, donc l'horrible Jacques Ranson, qui avait mutilé, donc le tueur de la gare de Perpignan, qui avait mutilé des femmes au niveau génital. En plus, en radio, on a ça aussi, nous, les détails. On essaye de... nous, à France Info, on n'est vraiment pas sur les détails. Donc, il faut raconter sans raconter que ce soit trop cru. Et parce qu'à l'antenne, les gens, ils éteignent la radio, en fait. Ils n'ont pas envie de ça. Il peut y avoir des enfants dans la voiture. Enfin, donc, on essaie de faire attention à ça. Et Jacques Ranson, il avait décidé de raconter... donc, c'est une... En gros, c'est une profileuse qui a réussi à le faire avouer au cours de 48 heures de garde à vue. Il avoue à la 47e heure qu'il a tué une autre femme que celle de la gare de Perpignan. Et donc, j'avais construit le récit sur ces 48 heures en suspense. C'était vachement intéressant dans la construction de le construire comme ça. Voilà. Enfin. Et comment vous avez, une fois que vous aviez défini un angle d'approche pour construire ces séries, comment est-ce que vous êtes répartis les sujets? Comment est-ce que vous avez choisi les histoires que vous vouliez explorer? Comment ça? Je sais pas, ça s'est fait assez. Oui, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avoue que j'avais bien envie d'aller rencontrer celle qui avait réussi à faire avouer Jacques Ranson, parce que la technique du profilage, c'est une gendarme qui l'a inventée en France, qui l'a exportée aussi des États-Unis. Et alors, elle n'a pas du tout voulu révéler ses secrets, hein. Donc, parce qu'elle voulait. Donc, on a essayé de faire ces 48 heures où elle le fait avouer, mais sans trop révéler ses techniques, parce que sinon, ça la met dedans. Donc, moi, celui-là, je crois que je l'avais choisi. Puis, il faut qu'on le sente aussi. Après, aller rencontrer, par exemple, le père d'Élodie Kulik dans sa petite maison du nord de la France. Faut le sentir, et voilà, c'est un moment hyper fort et hyper dur. On lui fait reparler de la mort de sa fille. Et, donc, moi, j'avais choisi d'aller le voir lui. David avait choisi d'aller voir d'autres personnes. Enfin, on s'est répartis, voilà, comme ça. Okay. C'est naturellement. Ok. Ondine, tu veux dire quelque chose sur les méthodes de travail? Ouais. Mais je sais que quand on s'en est parlé... Parce qu'on était sur un moment quand même, des entretiens assez lourds en émotions, et voilà. Et donc ça te fait penser Ça me fait penser, voilà, à ceux que tu as pu réaliser. Effectivement. Moi aussi, ça me faisait penser. Non, parce que avec Dominique Cotret, donc cette femme qui a tué ses 8 bébés, on s'est vus pendant 6-7 mois, tous les vendredis après-midi. J'allais chez elle, j'arrivais vers 13h et je repartais par le dernier TGV à 19h. Et effectivement, quand tu nous demandais qu'est-ce que ça change d'être en retour sur... Mathieu disait, et les collègues aussi, c'est le temps, avoir du temps. Et le temps change le rapport aux gens. Et Mathieu le disait très bien, on n'est pas obligé de leur mettre la pression. Moi, j'ai toujours été complètement nulle pour ça. C'est-à-dire que vraiment, je ne suis pas du tout capable de rappeler 12 fois quelqu'un. Et heureusement, à Libé, voilà, on ne me demandait pas de faire ça. Le pied dans la porte, n'en parlons pas. Enfin, on réclamait des photos de famille. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Je ne le ferai jamais. Et donc, le temps change beaucoup de choses dans le rapport aux gens. C'est-à-dire que Dominique, la première fois que je la vois, on passe 4 heures ensemble dans sa toute petite cuisine qui fait aussi salon, qui fait aussi tout, en fait, puisqu'elle a un studio, une pièce. Et on commence à parler et je me rends compte qu'elle ne parle pas. Ce qui est compliqué pour un interview. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à quelqu'un qui ne parle pas et qui, en plus, est très mal à l'aise et avec qui, en plus, vous abordez des thèmes extrêmement douloureux, difficiles et compliqués, mais instinctivement, vous avez tendance à devenir suggestif. C'est-à-dire dire, peut-être que c'était un petit peu comme ça, Madame Cotret, pour qu'elle dise quelque chose, quoi. Enfin, et là, elle me dit, ah oui, tout à fait, c'était comme ça. Ah bon. Et puis je me vois, je deviens de plus en plus suggestive. Chaque fois que je suggère un truc, elle me dit oui. Et là, je me dis non, ça va pas en fait, ça va pas être possible. Je suis en train de m'interviewer moi-même, donc c'est plus du tout un travail journalistique. Et donc je me dis mais on a le temps
Donc j'ai dit, Madame Cotterêts, je suis désolée, on va écouter le tic-tac de l'horloge et le glou-glou des poissons là dans l'aquarium, mais je vais arrêter parce que je suis en train de vous suggérer toutes vos réponses. Et puis surtout, j'avais fait un petit test, c'est-à-dire que je lui avais dit, est-ce que c'était pas un petit peu blanc? Elle m'avait dit, ah oui, c'était blanc. Puis juste après, j'avais dit l'inverse. Est-ce que c'était pas un petit peu noir? Elle m'a dit, ah oui, tout à fait. Donc j'ai dit, non, c'est plus possible. Et ce temps-là, il a énormément joué en la faveur de l'enquête, puisque il m'a permis de la réinterroger moult fois et de retrouver ce qui pouvait donc être des plots solides, des marqueurs solides dans son récit qui ne se contredisaient pas et qui n'étaient pas juste dits pour faire plaisir. Voilà. Et le temps m'a servi aussi, évidemment, quand j'ai été voir la famille pour l'autre livre de cet homme qui avait commis un assassinat, même s'il a raté finalement et que sa victime a survécu, mais enfin une tentative, on va dire. Au départ, ils étaient plutôt quand même assez méfiants et distants, ce qui est normal. Et moi, j'avais pas du tout envie d'entrer par effraction dans leur vie. Donc, j'ai commencé par une lettre. J'ai pas appelé, j'ai pas envoyé de mail, j'ai envoyé un courrier. Et puis après le courrier, j'ai envoyé un texto. Et oui, j'ai bien reçu votre courrier, je vais vous rappeler. Et ça, c'est formidable, quoi. Enfin, c'est absolument le luxe. Alors, il y a aussi une autre différence deux autres différences dans les deux livres en termes de méthode. Pour Les monstres n'existent pas, tu t'appuyais sur une grosse documentation, y compris universitaire, pour comprendre un petit peu ces questions-là d'infanticide et de néo-laticide. Oui, j'ai lu beaucoup. Ouais. Et dans Le candidat idéal, l'avocat qui a survécu, Henrik Vanier, tu dis dans ton livre, vous aviez établi un protocole négocié d'entretien. Oui, mais c'est ça. La condition de l'entretien change. Ce qui est commun, c'est le temps, quelque part la fréquence et le temps pour construire une relation dans la durée, une relation de confiance, d'écoute. Ouais. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, lui, il aurait bien vu un livre sur sa vie et donc au départ, effectivement, quand je vais écrire quelque chose sur quelqu'un de sensible, j'aime bien qu'il sache un petit peu à l'avance ce que je vais lui demander, ce qui va pouvoir être demandé, ce qui va pouvoir être écrit, de façon à ce qu'il y ait un lien de confiance qui puisse s'établir. Mais ça, c'était la même chose avec Dominique. C'est-à-dire que je me souviens très bien quand on s'est rencontrés pour préparer cette table ronde, tu m'as demandé comment ils avaient reçu les livres. Et je t'ai dit c'était formidable parce que ça s'est très bien passé, mais ça s'est très bien passé parce qu'il n'y avait aucune surprise. Je leur avais pas fait relire, mais je leur avais raconté tout au long du processus un petit peu ce que j'allais faire, quelle était ma démarche, pourquoi je faisais ça. À chaque fois que quelque chose me posait question, je leur disais, etc. Et l'autre chose aussi qui est liée à ce temps, cette relation, ces entretiens, et je sais que ça t'intéressait, c'était la question de la distance. Parce qu'en tant que journaliste, on se pose tout le temps, c'est une vraie question de journaliste. Alors là, effectivement, c'est un peu compliqué. Parce que quand on voit des gens pendant 1 an, 2 ans, qu'on leur demande de raconter des choses très, 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 très intimes et très douloureuses, moi, je ne suis pas capable de rester totalement froide, encore moins en surplomb, et pas touchée par ce qu'ils me disent. Et donc, effectivement, des liens se nouent. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée à ça, au fait que des liens se nouent, c'est de l'écrire dans mes livres. C'est-à-dire de dire, voilà, à ce moment-là, je ressens ça, je suis touchée par cette personne. Dominique Cotterêts, quand on se rencontre au départ, on se vouvoie. Donc, dans le livre, on se vouvoie. Et puis, à la fin, elle me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se tutoyer? Donc, ça, je le dis à mon lecteur aussi. J'ai dit à mon lecteur, je crois que c'est devenu une amie. Ça permet au lecteur, enfin, moi, j'espère, en tout cas, c'est le but, de ne pas être d'accord. Enfin, en tout cas, de savoir... de connaître ma position et de dire ah ben non mais elle est trop proche, elle est trop empathique, enfin voilà, de pas lui présenter la chose comme si c'était une pure objectivité qui en tant que journaliste, tous on le sait, n'existe pas, mais a fortiori quand vous passez 3 ans dans la vie de quelqu'un est encore plus compliqué. Ouais. Voilà. Et avec Henrik Vanier, l'avocat survivant qui a survécu, oui. Tu dis les entretiens ils se sont passés chez toi? Oui, c'est la seule fois de ma vie. Et il t'a invité un peu après à son mariage.
Ah oui, aussi, Voilà. oui, c'est la seule fois de ma vie aussi d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. C'est pour donner un peu des éléments factuels Oui, tout à fait. pour tout à fait. comprendre la question de la distance. Oui, alors j'avoue que chez moi, c'était un peu le truc que je voulais jamais faire de ma vie. Sauf que quand vous êtes plus dans une rédaction, parce que quand vous êtes dans une rédac, c'est facile en fait. Enfin, les gens, ils venaient à Libé. Bon, c'est le bazar parce que c'est Libé. On n'a pas toujours un coin hyper tranquille, mais on se débrouille. Mais quand vous n'avez pas de rédaction, du coup, c'est les cafés. Les cafés, c'est compliqué. Moi, je passe un petit temps de ma vie à essayer de repérer des cafés pas fréquentés, qui ne marchent pas, qui n'ont pas de succès, où il n'y a personne, pour pouvoir faire des interviews. Et avec les tables pas trop serrées. Et puis, je crois que c'est lui qui m'a totalement désarçonné en disant « mais je viens chez vous ». Et j'ai dit bon. Et puis, pareil, quoi. En fait, je me suis dit, je vais le dire à mon lecteur. Voilà. Je vais le dire à mon lecteur qu'il est chez moi, quoi. Enfin, là, il n'y a pas le choix. Alors, on allait dans la cuisine. On avait vraiment notre pièce dédiée aux entretiens. Et je crois qu'il ne connaît pas du tout le reste de chez moi. Mais quand on ne trouve pas d'autre solution, effectivement, c'était quand même beaucoup plus commode pour qu'il me raconte un certain nombre de traumatismes, parce que c'est une personne quand même qui a vécu un certain nombre de traumatismes. Et chez lui, ça semblait compliqué pour lui, parce que sinon, évidemment, la meilleure solution, c'est chez les gens. Encore mieux qu'à Libération, et 1000 fois mieux que dans un café, on est bien d'accord. Alors, dans ton cas, Mathieu, Pauline, tu n'as pas pu la rencontrer. Non, on s'est juste parlé par téléphone. Par téléphone. Comment est-ce que, que ce soit elle ou les journalistes que tu as interrogés, comment est-ce qu'ils ont reçu, comment est-ce que tu les as convaincus, comment dire, à quoi ressemblaient vos échanges? Je crois que j'étais un peu flou au début en les contactant, puisque j'étais dans cette gêne que j'ai décrite tout à l'heure. Il me semble que je leur disais que je voulais reconstituer un moment, vérifier des choses, mais moi-même, je ne savais pas très bien à quoi allait ressembler mon papier à ce moment-là, donc je ne pouvais pas non plus leur présenter quelque chose de définitif, donc j'allais les voir, sachant même pas très bien si à la fin ils seraient dans le papier, puisque tout dépend toujours de ce que les gens vous racontent ou pas. C'est comme ça que vous avancez dans l'enquête. Je me souviens, oui, en fait, dans ce personnage de Pauline, c'était quelqu'un qui était connu à Dieppe comme une sauveuse d'animaux. Elle avait fait une petite carrière dans différents refuges. Elle voulait sauver la terre entière. Et c'est comme ça qu'elle avait commencé à accumuler beaucoup plus d'animaux qu'elle ne pouvait s'en occuper. Et en fait, à un moment, j'ai mis le doigt dans un engrenage infernal. C'est que je l'ignorais complètement. Mais il y a des guerres intestines entre sauveurs d'animaux qui se livraient à une compétition acharnée pour être le plus grand sauveur à Dieppe. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les relations entre ces personnes qui ont fait des sauvetages ensemble, puis qui se sont disputés, puis qui se sont amourachés, puis disputés à nouveau. Enfin, voilà. J'ai perdu un petit peu de temps là-dedans. En même temps, c'était intéressant, mais ça occupe très peu de place dans mon papier finalement. Mais voilà, c'était peut-être une histoire, donc j'ai pris cette déviation un certain temps. Et avec Pauline elle-même, donc effectivement, elle ne veut plus entendre parler de cette histoire. Je pense qu'elle a eu raison de ne pas me voir. Hein. J'aurais fait pareil à sa place. Mais j'ai quand même beaucoup essayé, y compris après la publication, puisque différentes sociétés de production ont voulu se saisir de cette histoire, sont venues nous proposer des adaptations. Mais elle veut se tenir à l'écart, évidemment. Comment, Pierre a posé la question tout à l'heure, comment est-ce qu'on décide de la forme, de l'écriture, du récit qu'on veut faire? Tu me disais c'est plus de 200 000 signes, 220 000 signes, quelque chose comme ça, ouais, publié dans le magazine, donc dans deux numéros. Mais voilà, comment c'est... Tu savais pas au départ que ça prendrait cette ampleur-là? Non, pas du tout. Et c'était surtout du tâtonnement.
la manière de trouver la forme. En fait, la difficulté, c'était la masse d'informations à transmettre. Tout ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire tous les trous. Quand on connaît plein de choses sur l'affaire, on voit surtout tout ce qu'on n'a pas, moi je trouve. Et moi je voyais toutes les impossibilités de raconter cette histoire. Et à chaque fois je me disais, si seulement j'écrivais de la fiction, ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors que c'est évidemment pas le cas. Mais en tout cas, ce qu'on fait, nous, je pense, quand on écrit de la non-fiction, un récit de non-fiction comme ça au long cours, c'est la fiction, on part de rien et puis on fait une statue. Et la non-fiction, c'est l'inverse. On a un énorme bloc de pierre et il faut le tailler pour que ça ressemble à quelque chose à la fin et que ce soit le plus réussi possible. Donc, c'était qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève et comment je le raconte. Et c'est notamment poser la question du point de vue, quels sont les personnages de cette histoire-là. Et moi, j'étais vachement emmerdé parce que, en fait, le plus simple, ça aurait été de raconter l'histoire du point de vue des policiers. C'est ce que font la plupart des séries Netflix, etc. C'est l'histoire de policiers qui enquêtent sur une affaire. C'est Zodiac. Moi, le rêve, c'était d'écrire Zodiac avec toute la modestie du monde, mais raconter des flics qui deviennent obsédés par une histoire et à travers les yeux desquels on découvre cette enquête. Sauf que les policiers qui avaient travaillé sur le sujet voulaient surtout pas apparaître, ni qu'on mentionne rien qui puisse les faire reconnaître. Ils voulaient pas toute leur vie être assimilés à l'affaire du pont de Ligonnès, même si effectivement ils y étaient liés, mais ils voulaient pas qu'on puisse retrouver leur nom. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose que je respectais. Et puis, il y avait notre point de vue subjectif à nous. On avait participé à l'enquête, on avait beaucoup de choses à raconter, des détails personnels, etc. Mais on n'était pas dans un livre. À Society, on n'utilise pas le jeu, jamais. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une subjectivité, juste on ne la raconte pas à la première personne. Parce que dans un livre, on a plus d'espace, on a un pacte avec le lecteur. Quand un lecteur ouvre un livre, il s'engage à découvrir le point de vue de l'auteur ou de l'autrice. Dans un journal, la plupart du temps, quand on vous lit, c'est dans le métro, entre deux stations ou plus prosaïquement aux toilettes. Et il faut que vous les teniez en haleine. Sur la plage, là, c'était l'été. Là, c'était sur la plage, mais c'est pareil, en fait. Il y a des coups de vent. Franchement, il faut arriver à faire en sorte que le lecteur... C'est comme raconter c'est comme chez un journaliste du New Yorker qui disait ça, je crois. Il disait, quand vous écrivez un article, c'est comme raconter une histoire sur un tabouret d'un bar à un mec qui a déjà bu 5 bières. Il faut vraiment le tenir en haleine pour pas qu'il s'endorme. Et donc c'est pareil quand on écrit un article comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit efficace et que les personnages existent et qu'on vous prenne dans le récit. Donc ça c'était la question qu'on se posait. Et puis finalement, comme il n'y avait aucun des points de vue qui marchait vraiment, l'idée ça a été de faire une narration omnisciente, donc de prendre en main le récit et dire voilà, en fait, on sait beaucoup de choses et on va vous le raconter tel qu'on connaît cette affaire et on va passer sur un credo journalistique, enfin pas un credo, un code journalistique, presque une règle journalistique qui est de toujours mentionner ses sources, de toujours citer les témoins, ce que quand on est à la radio, on est obligé de faire, comme tu disais. Et en général, dans la presse aussi, quand même, quand on interroge quelqu'un, on dit que cette information vient de telle personne. Quand c'est la seule personne qui nous donne un point de vue sur l'affaire, on la cite. Et là, nous, on a interrogé beaucoup de gens, mais on cite personne. Il y a quasiment aucun verbatim, comme on appelle ça, dedans, en se disant que on faisait un récit au long cours et que le pacte avec le lecteur, c'était que tout ce qu'on allait raconter dedans, par la profusion des informations, par la minutie et le détail qu'on donnait dans le récit, on prouvait au lecteur qu'il n'y avait rien inventé.
quand on dit, je sais pas, Dupont de Ligonnès arrive dans le supermarché, il regarde s'il choisit du jambon ou du melon et il est 16h21 au moment où il passe à la caisse, c'est une manière effectivement d'être plongé dans le récit par le détail, et c'est aussi une manière de dire au lecteur, on sait que c'est à 16h21, donc faites-nous confiance pour la suite. Ça va être le cas. Et après, il ne faut pas trahir ce pacte, c'est-à-dire que tout ce que... On faisait vraiment très attention à ça. Moi, j'avais lu un livre juste avant d'Alex Marzano-Lesnevich qui s'appelle L'Empreinte, qui est super, que je vous conseille, qui est vraiment un très grand livre, et où elle disait ça, elle dit si je parle de quelqu'un qui regarde un paysage, j'ai été voir ce paysage et je sais ce que la personne pense de ce paysage. Et voilà, on peut prendre des fois un peu, quand on écrit de la non-fiction, une sorte de licence poétique en se disant il regarde le paysage et il est heureux. Ça peut nous arriver parce que je pense que c'est un outil, c'est un peu une voie de facilité, on peut le faire, on ne fera pas sur des choses très importantes, mais il regarde un paysage, on se dit bon, c'est pas très grave, sans doute qu'il a trouvé ça beau. Non, en fait, il faut vraiment être sûr de tout ce qu'on met dans la tête des gens, et quand on dit il pense ceci à tel moment, il faut vraiment qu'on soit sûr que cette personne ait pensé ça. Et donc nous, moi, une fois que j'avais écrit le récit, il y a parfois des moments où je me disais, ça, il a dû penser ça, ou même quand on écrit, après, on se laisse un peu prendre dans le truc. Puis après, en relisant, alors moi, j'ai fait relire beaucoup de choses à mes sources, enfin aux personnes que j'avais interviewées. Je leur ai pas fait forcément relire sur papier, mais parfois je les appelais, genre en leur disant, en lisant à haute voix ce que j'avais écrit pour voir s'ils étaient d'accord. Et je me rendais compte que j'avais écrit il regarde tel paysage, et je me disais, qu'est-ce que t'as pensé en voyant ça? Et voilà, je recueillais cette information pour pouvoir la mettre dans le récit et qu'elle soit la plus fidèle possible. Et l'enquête est sortie en 2 morceaux, enfin dans 2 numéros différents, oui. Volet 1, volet 2. C'était un choix de départ, ou c'était lié à la taille de l'article, voilà? Non, c'était vraiment du hasard, parce que il y a plein de hasards différents, mais le premier hasard, c'est que on n'avait pas du tout prévu de le sortir l'été, donc c'était pas censé marcher sur la plage, etc. Parce que ça devait sortir en avril 2020, parce que c'était l'anniversaire de l'affaire, et on se disait de toute façon on arrive 10 ans après, donc autant le sortir à un moment, à une date un peu clé. Il se trouve qu'il y a eu un truc qui s'appelle le Covid à ce moment-là, et que on était tous pris à fond dans le récit de ce qui se passait autour de nous, que chaque semaine il y avait un nouveau truc, donc il n'y avait évidemment pas la place de faire Ligonnès, donc et moi j'avais pas le temps non plus, puisque finalement là j'étais sur autre chose. Donc à la sortie du Covid, je me suis enfermé pendant 3 mois pour écrire un autre confinement, pour écrire Ligonnès. Et au début, l'idée c'était de faire un article en signe, ça vous dit pas forcément quelque chose, mais en page, c'est de faire un article de 16 pages, c'est déjà énorme dans un magazine, donc de l'ordre de 60 000 signes. C'est déjà les articles les plus longs qu'on publie dans Society. Et puis j'écrivais et tout, et je me disais, je disais à mes 2 autres rédacteurs en chef, je pense que ça va faire plutôt 80 000, puis plutôt 100 000. Et puis bon, finalement, en fait, franchement, je m'en sortais pas. À chaque fois, les chapitres et tout étaient de plus en plus longs. Et du coup, quand je leur ai rendu, je dis, bon, ça fait 220 000. Enfin, en plus, j'ai rendu 250 000, je pense, qu'ils ont un peu coupé ici et là. Et alors là, quand j'ai rendu, moi, j'avais quand même chapitré tout, en me disant, c'est quand même un mec bourré sur un tabouret de bar qui va le lire, donc il faut vraiment que ça soit rythmé, et il faut qu'il y ait des moments calmes, il faut qu'il y ait des moments avec du tempo. Ça veut pas dire faire tout à fond et mettre des cliffhangers partout. C'est comme de la musique, il faut qu'il y ait des moments où on respire, et puis après il faut qu'il y ait des trucs qui reviennent, il faut qu'il y ait du tempo. Et donc il y avait des cliffhangers quand même ici et là, et donc il y en a un des rédac chefs qui a dit franchement il faut qu'on le publie en 2 exemplaires, en 2 fois, ça va mieux marcher, et puis de toute façon on va pas faire, sinon en fait c'était même très prosaïque, c'était si on faisait en un seul numéro, je crois que c'est ça en fait le truc de base, si on fait en un seul numéro ça va prendre tout le magazine.
Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de lire sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'était plutôt ça, c'est-à-dire ça va saouler les gens, donc faisons moitié-moitié. Ça faisait 40 pages du magazine, le magazine fait 84 pages. On fait 40 pages de Ligonnès, puis les gens que ça emmerde, ils pourront lire autre chose. Donc c'était ça à la base. On avait dit, on fait la première couve sur Ligonnès et la deuxième, on s'était dit bon, la suite sera dans le numéro d'après, mais on fera pas la couve. On fera une couve sur, je sais pas, à l'époque c'était, je crois que c'était le maire du Havre, Édouard Philippe, le Premier ministre. On fera une couve sur Édouard Philippe. Bon, finalement, ça a marché, donc on a fait une couve, mais c'était pas prévu, quoi. Ok. J'ai oublié la question que je voulais poser après. Non, je pose sur Gaël, pour France Info, le nombre d'épisodes, c'était des séries. C'est 7 ou 6 épisodes. Donc nous, du coup, pour la fabrique d'un podcast, quand on l'écoute comme ça a l'air simple, mais il y a plein de questions. Déjà, nous, pour la rythmique, l'idée du pilier de barre à qui on explique quelque chose, on va dire qu'un podcast, pour qu'il soit écouté, c'est plutôt 20-25 minutes. Les gens se lassent, et puis c'est le temps d'un footing, c'est le temps d'un trajet en métro, donc on était autour de ça. Ouais. Je reprécise que vous étiez plusieurs à faire le récit. On est 6 dans notre service, et on avait chacun 1 ou 2 épisodes. Donc il fallait trouver un ton. Il fallait qu'on ait le même ton. Un déroulé. Oui, donc on a pris une forme spécifique, c'est-à-dire une même musique, une même façon de raconter, avec des archives chacun. Et il a fallu qu'on apprenne à raconter lentement, parce que nous, on parle très vite à France Info, ça dépote, et donc on a eu cette difficulté de vous raconter les choses à la manière d'un cold case. Le ton du récit, il a fallu le trouver. La musique, je me souviens qu'elle avait mis une musique de Faites entrer l'accusé sur... vous écouterez le podcast, mais ça faisait affreux. Donc on a mis des heures à choisir une bonne musique. On a essayé de faire un habillage très léger pour pas que ce soit trop lourd. Ce qui comptait pour nous, c'était la parole des familles. On a eu des difficultés aussi sur les enquêteurs, parce que quand on les a fait parler, qu'on a fait les témoignages, les gendarmes, c'est l'enfer. Je veux dire, en radio, c'est notre pire ennemi. C'est pénible, c'est empoulé, il y a des mots qu'on comprend pas. Donc on a passé des très longues... C'était 1h30 d'interview pour extraire peut-être 10 minutes de quelque chose qui fonctionne. On avait le légiste qui était en roue libre, qui racontait des trucs affreux sur un petit garçon qui avait été découpé. Donc pareil, lui, il a fallu le sabrer dans tous les sens, parce que... comment il a fallu les faire accoucher de belles phrases. Donc tout ça, voilà, au moins ça a permis de réduire le travail. Et après, chacun, dans son épisode, avec sa personnalité, a choisi de raconter c'est comme un épisode de série, en fait. Par exemple, je vous disais, moi, Jacques Rançon, on a fait un suspense de 48 heures. L'épisode, il est bien comme ça. Pour l'ADN de Parentèle, Kulik, le père d'Élodie, j'ai fait une sorte de récit croisé entre le colonel Famoy qui découvre l'ADN de Parentèle et qui 10 ans après, aide à résoudre le cold case, et Kulik qui parle de lui et qui dit à quel point il a aidé. En fait, ils se parlent, et à la fin, ils se voient. Donc on a essayé de faire des constructions comme ça, assez dynamiques, de 25 minutes, on va dire, pour que les gens nous écoutent. Et toi, on dit le livre. Toi, par contre, tu savais que tu voulais faire un livre dès le départ. Quand tu es... Pardon, oui, avec le micro, c'est mieux. Oui. Je savais que je voulais faire un livre, mais ça ne nous donne pas la forme pour autant. C'est-à-dire que ce que je reconnais bien comme du vécu, c'est ce que Gaël disait, et Pierre également, c'est qu'il y a toujours ce moment où on a la matière et on ne sait pas comment on va s'en sortir, quoi. On en a trop, qu'est-ce qu'on va garder, Et moi, je me souviens très bien du moment de l'écriture, le tout début, pour Les monstres n'existent pas, pour Dominique Cotteray. Je savais pas du tout comment j'allais m'en sortir, et j'étais dans tous mes états, et mon compagnon me disait écoute, si tu sais pas comment écrire, tu fais un truc chronologique. Tu commences par son enfance, après tu fais son adolescence, après
Et le pauvre, c'était ma victime. Je le regarde, je fais ah ouais, je commence par son enfance. Alors du coup, je dis qu'elle a été violée par son père, comme elle l'a dit dans 40% de ses entretiens, ou qu'elle n'a pas été violée par son père, comme elle l'a dit dans 60% de ses entretiens. Ah oui. En fait, scène que tu racontes dans le livre. Oui, d'ailleurs. du coup, je le raconte. En fait, c'est la solution que j'ai trouvée. La forme est venue du fait qu'il fallait trouver une façon de raconter une histoire qui n'était pas univoque, qui avait plusieurs versions, sans pour autant juste dire démerdez-vous. Enfin, et donc j'ai cherché, et pour reprendre cet exemple de l'inceste vécu ou non vécu, j'ai repris toutes les versions, tous les PV. Elle a été interrogée je ne sais combien de fois par les gendarmes, le procureur à ce niveau-là, puis à son procès. Et j'ai repris toutes les versions, plus toutes les versions avec moi, parce qu'on en avait beaucoup parlé. Et j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait en commun. Et ce qu'il y avait en commun, quand elle disait qu'elle avait été violée, elle disait « J'étais amoureuse de mon père, c'est l'homme de ma vie, j'étais sa chose à lui ». Quand elle disait qu'elle n'avait pas été violée, elle disait « J'étais amoureuse de mon père, c'était l'homme de ma vie, j'étais sa chose à lui ». Donc au niveau, en tout cas, du lien, de la nature du lien, et non des gestes, on avait quelque chose de stable, sur lequel moi je pouvais m'appuyer et sur lequel du coup je pouvais dire à mon lecteur qu'il pouvait s'appuyer, parce que c'est ce que disait Pierre très bien aussi, c'est hyper intéressant, c'est comment faire pour ce pacte en fait. La forme narrative aussi est différente forcément dans un livre, on va pas tout le temps citer, on va pas tout le temps dire un tel a dit ça, un tel a dit ça. Moi je me souviens d'un dîner. Ils étaient 7. C'était un dîner pendant le procès de Dominique Cotteray où tout le monde était à table. Moi, j'y étais pas. Donc, j'ai demandé aux 7 personnes de me raconter le dîner et j'ai repris tout ce qui se recoupait afin de ne pas faire un récit extrêmement pénible pour le lecteur et fastidieux qui aurait été Dominique m'a dit qu'elle avait dit que, Pierre-Marie, son mari, m'a dit que lui, il avait répondu ça, et puis son neveu, Dimitri, m'a dit qu'il avait enchaîné. Non, j'ai fait, voilà, Pierre-Marie se lève, il tape du poing sur la table, etc. Mais c'est parce que ça se recroisait. Pareil j'aimais bien ce que Pierre racontait sur il pense, elle pense. C'est pareil aussi. Effectivement, moi je demande beaucoup aux gens, mais vous avez pensé quoi à ce moment-là pour pouvoir. Donc cette forme en fait, elle s'anticipe un peu, et puis après on fait comme on peut aussi en relisant nos notes, en retravaillant notre matière. Mais même si on a décidé que ce serait un livre, ça résout pas toutes les questions de forme. Donc, tu voulais réagir sur la forme ou je passais... Oui, vas-y. Non, dans un papier, en principe, on commence par la fin, enfin, on apprend ça. Moi, là, j'ai fait un peu comme le compagnon d'Ondine le préconise, j'ai fait un traitement assez chronologique, mais en fait, c'était dicté par mon propos. Il me semblait nécessaire, vu l'angle que j'adoptais, de fabriquer de l'empathie envers les journalistes dont j'allais parler. Et je voulais qu'on soit à leur place, en fait, en train de peut-être commettre des petites erreurs et qu'on comprenne pourquoi on les aurait commises aussi, sans doute. Donc évidemment, le premier journal qui parle de cette histoire écrit absolument n'importe quoi, mais c'est pas étonnant, c'est le Nouveau Détective, donc il n'y a pas de rupture avec le pack de lecture avec ses lecteurs, je pense. On cherche pas la vérité dans ce journal. Le premier journal sérieux qui s'en empare, c'est un journal local à Dieppe qui s'appelle Les Informations Dieppoises, qui aurait pu être un tout petit peu plus prudent, mais qui n'écrit rien de déconnant. Il fait son boulot. Ensuite, l'info est reprise par France 3, la locale aussi, qui là omet quelques précautions et quelques conditionnels. Ensuite, un autre journal reprend l'histoire et se dit, comme on se serait peut-être dit vous et moi, ce témoin a déjà été interviewé par les confrères, ils ont dû faire les vérifications de base. Et en fait, à chaque couche de médiatisation supplémentaire, il y a un petit peu moins de précautions. Et je trouvais intéressant de pouvoir montrer ça, parce que c'est comme ça qu'on bosse. Et
c'est des petites entorses. C'est pas des fautes gravissimes que chacun fait individuellement. C'est l'accumulation qui fait que ça s'amplifie, et puis le mimétisme aussi. La médiatisation devient complètement déconnante du jour où une note des services de renseignement fuite, qui eux évoquent un gang de chevaux mutilés qui découperaient des oreilles de chevaux pour les conserver en trophée et se livreraient à des rituels sataniques. Dès cet instant, cette note circule, les gendarmes la lisent tous, les journalistes aussi. Tout le monde se dit, bon bah allons-y, hein, si les services de renseignement, qui sont censés être les personnes les mieux renseignées de ce pays, pensent ça, c'est que ça doit être un peu vrai. Et voilà, donc je voulais montrer cet enchaînement-là, quoi. Dans vos réalisations à tous, on voit que c'est des projets quand même, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, qui prennent du temps, hein, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un découragement qui peut, qui peut intervenir? Est-ce qu'il n'y a pas des doutes, des trucs? Est-ce que je vais finir mon livre? Est-ce que Dupont de Ligonnès, est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'on va réussir à faire cette série de podcasts avant l'été, alors que bon, il y a l'urgence de l'actualité? Voilà. Est-ce qu'il y a des moments un peu? Et quand est-ce qu'on s'arrête aussi? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question vertigineuse. Je peux commencer comme je peux. Je vous ai déjà parlé de mon premier découragement tout à l'heure avec justement mon compagnon en disant comment je vais écrire ça. J'ai eu un autre découragement avec l'autre livre qui concernait donc la personnalité du tireur qui s'appelle Joseph Sipiliti, qui donc a choisi un homme un peu au hasard. Il l'appelle le candidat idéal, c'est pour ça que mon livre s'appelle comme ça, pour mourir avec lui, parce que cet homme était ce qu'il avait voulu être, tout ce qu'il aurait aimé être, qui était la version de sa vie qu'il aurait aimé avoir. Et ce type est d'une noirceur. Alors donc il a tiré 3 balles à bout portant, presque touchant, sur le bâtonnier dans son bureau. Il l'a laissé mourant au sol, et puis il a pris une chaise, il a mis la chaise face à lui, face au corps, et il s'est suicidé. Et le bâtonnier mourant, pronostic vital engagé, c'est un vrai miraculé, quoi. Ils l'ont opéré pendant 4 heures. Il a eu 4 entrées-sorties de balles entre ici et ici, donc vraiment dans les organes vitaux. Bref. Il se trouve que ce bâtonnier était très, très, très sympa. Et morflait. C'est-à-dire qu'il a voulu faire comme si de rien n'était, c'est pas grave, je suis miraculé, je retourne au boulot. Et puis après, énorme dépression, cauchemar, vision du tireur la nuit. Il fait installer des rideaux, des caméras de surveillance, etc. Enfin, logique, en fait. Quand quelqu'un que vous connaissez à peine vous enferme dans un bureau pendant 8 minutes et vous tire dessus non-stop, ça peut pas aller bien du jour au lendemain. Et moi, j'étais face à cet homme en détresse, qui était donc, comme tu disais, dans ma cuisine toutes les semaines. Et j'étais face à un tireur qui était d'une noirceur, mais absolue. Vraiment, chaque écrit, il écrivait énormément. Il avait une logorée écrite donc sur des sites d'extrême droite, un site qui s'appelle Riposte Laïque, et c'était des discours vraiment ultra violents, quoi, ultra haineux. Et je n'arrivais pas à écrire une ligne sur cet homme. Je n'y arrivais pas, parce que c'était caricatural quand j'écrivais. En fait, c'était l'expression de mon rejet pour ce personnage, en fait. Et personne n'a envie de lire ça. Hein. Et en plus, ça n'avance à rien, puisque mon but, c'est d'essayer de comprendre. Donc, pour comprendre, il faut quand même essayer de développer une certaine forme d'empathie. J'arrivais pas à avoir cette empathie pour aller à côté de lui, pour cheminer à côté de Joseph Sipiliti. Et au bout d'un moment, le livre devait s'appeler Mauvaise rencontre, parce que je voulais vraiment qu'il raconte les 2 parcours. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, si je l'appelais le candidat idéal, parce que c'est fou, ça dit le bouc émissaire. Ça dit quand dans une vie, tout d'un coup, on choisit de projeter sa violence sur quelqu'un. Ah bah c'est lui, c'est le candidat. Et donc ce mot, je ne l'ai pas inventé, il était dans le journal intime du tireur. Je choisis machin, c'est le candidat idéal pour mourir avec moi. Et là, ça m'a totalement débloqué. J'ai dit, bon, bah, quelque part, il y a quand même, ce livre va un tout petit peu plus du côté de l'un. C'est-à-dire que quand même,
en choisissant ce titre, je raconte quand même, je mets le doigt, le focus sur l'horreur, l'absolue injustice qu'il a vécue. Et du coup, j'ai le droit d'être sympa avec l'autre. Enfin, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Mais voilà, les blocages, je pense qu'on en a tous. Ok. Est-ce que quelqu'un veut raconter un moment de découragement avant qu'on passe quand même aux questions? Je suis désolé. Je pense que c'est important de laisser au public quelques instants pour vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut évoquer un moment de découragement éventuel? Non? Ok, passons aux questions. Alors, du coup, vous aurez la charge de passer le micro à la personne qui posera la question suivante, puisqu'on est bloqué derrière le bureau. Bonjour. Moi, ma question, c'est pourquoi les médias continuent de parler de ce type d'affaires, comme par exemple Xavier Dupont de Ligonnès, et comment on parvient à raviver l'intérêt sur une affaire dont on parle depuis plusieurs années et qui a déjà été pas mal traitée. Alors sur Xavier Dupont de Ligonnès, justement, elle avait été beaucoup traitée déjà. Il y avait dû beaucoup de choses. Et d'une certaine façon, nous, on n'apportait pas, malgré ce que je disais au début, on n'a pas vraiment réussi à apporter des preuves nouvelles sur l'enquête en elle-même. Mais en fait, pourquoi on l'a fait, je pense que ça me fait vraiment écho à ce que disait Ondine juste avant. C'est que moi, justement, quand je vous disais, on cherchait l'histoire dans l'histoire, en fait. Moi, par exemple, Xavier Dupont de Ligonnès, je ne l'ai jamais appelé Xavier. Ça me dégoûtait. C'était un mec qui me rebutait. Je le trouvais raté dans sa vie. Tout ce qu'il faisait, c'était horrible. Et la plupart des journalistes qui avaient bossé dessus, ils disaient Xavier, etc. Mais parce que, à force de le côtoyer, c'était devenu un personnage important. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on en discutait avec les autres membres de l'enquête, j'avais dit, mais franchement, je veux pas qu'on l'appelle Xavier, c'est pas possible. Il faut qu'on garde. C'est Dupont de Ligonnès, on l'appelle par son nom, Xavier Dupont de Ligonnès, jamais autrement, quoi. Et en fait, le moment où on s'est dit on va raconter cette histoire, pourquoi on va la faire, c'est au moment où justement on a compris que. À un moment, on l'écrit dans le livre, mais que les faits divers font toujours plus de victimes que les victimes elles-mêmes. C'est le cas dans cette affaire-là, c'est que évidemment il y a toujours des effets, des dommages collatéraux, mais les dommages collatéraux qui ont eu lieu autour de Ligonnès sont immenses et ont concerné notamment ses deux meilleurs amis, qui sont en réalité, notre enquête, nous, elle n'avait pas de livre, elle n'avait pas de titre parce que c'était un article, mais on l'aurait clairement pas appelé Xavier Dupont de Ligonnès si ça avait dû être le titre d'un livre. C'est l'histoire des deux meilleurs amis. C'est un trio d'amis et il y en a un qui est Xavier Dupont de Ligonnès, qui est autour duquel on tourne évidemment, mais les personnages principaux, c'est ses deux meilleurs amis. Et c'est cette histoire-là qu'on avait envie de raconter. C'est l'histoire d'une amitié maléfique, de relations toxiques avec tout le monde, avec sa femme aussi, avec ses parents, avec ses proches et avec ses amis. Donc une fois qu'on s'est dit cette histoire-là, elle mérite d'être racontée, elle n'a jamais été racontée, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que ça dit des faits divers, dans ce que ça dit de ce personnage-là, et qu'en plus de ça, évidemment, comme c'est un personnage caméléon, il raconte plein de pans de la société par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on s'est dit qu'on allait le faire, mais on sait pas. Mais voilà, on s'est posé cette question-là, pourquoi le faire? Et c'est quand on a trouvé cette histoire-là qu'on s'est dit qu'on voulait la raconter. Bonjour, moi je fais de l'éducation aux médias et j'utilise beaucoup l'article sur les chevaux mutilés parce que les adultes m'en parlent en atelier de tous ces petits cailloux dans la chaussure. Dupont de Ligonnès, moi je pense à l'arrestation, toutes les unes de la presse, il n'y en a qu'une avec un point d'interrogation, et en fait ça revient tout le temps. On peut parler des punaises, on peut parler des seringues, on peut parler des pousseurs, on peut parler d'un certain nombre de paniques morales ou tu l'as dit, d'emballement, de choses comme ça. Comment on fait aussi pour en parler avec le public et pour comprendre qu'il y a tout un travail d'enquête, et 3 ans après, malheureusement, on va encore en reparler, mais quel est le vocabulaire qu'on emploie, comment on arrive à faire ce lien avec le public qui, là, à des moments de perte de confiance, nous remet toujours l'arrestation de Dupont de Ligonnès sur le tapis. Merci. J'ai pas de réponse satisfaisante, je le crains. Moi, ce qui m'avait beaucoup troublé, c'est que quand on a publié ce papier,
Donc c'était à l'été 2023, ce retour. Des tas de gens ont eu l'impression de redécouvrir complètement l'histoire. De très nombreux journaux régionaux se sont dit, on raconte de notre point de vue. Et puis, donc, je me dis, super, le message passe, tout le monde va devenir plus vigilant. Et quelques semaines plus tard, je vois des papiers exactement dans la même tonalité que ceux de 2020, quoi. Comme si on n'avait aucune mémoire collective. Donc après, des choses s'expliquent. L'été, c'est toujours infernal. Il y a moins d'actu, du coup, les actus bizarres prennent plus de place. Un certain nombre de journalistes sont en vacances, ils sont remplacés par des jeunes gens de talent, de bonne volonté, hyper sérieux, mais qui n'ont pas forcément la mémoire de ce qui s'est passé au cours des mois précédents, et puis peut-être des réflexes moins solides, ou qui sont un peu livrés à eux-mêmes, ou alors il y a des rédacteurs en chef en vacances et qui... Bon, peu importe, il y a des tas de paramètres qui font qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui ont lieu l'été. Donc j'ai pas de réponse pour recréer de la confiance comme ça du jour au lendemain. J'ose espérer que faire ces papiers on prend le temps de raconter en détail comment l'enchaînement se fait peut-être qu'individuellement on va tous faire un tout petit peu plus attention si on n'est pas pris dans une urgence folle. Mais c'est vraiment tout ce que je peux dire, quoi. Je vais ajouter quelque chose parce que du coup moi j'étais à France Info le soir de la pseudo-arrestation où on dit, comme tous les autres, qu'il y a eu la chirurgie esthétique et que c'est lui, etc. Donc ce soir-là, je pars à Limay et je me rends compte sur le terrain que c'est bizarre quand même parce que ce gars-là qui a été arrêté, on croit que c'est Dupont de Ligonnès, mais ça fait des années qu'il vit là, donc c'est bizarre que ce soit lui. Bon, finalement, je reste dans la nuit, là, avec un autre journaliste d'Europe 1, on avance. Il fait nuit, il est 1h du matin et on frappe à une porte, on voit des mecs qui regardent BFM et il y a un gars qui m'ouvre et qui dit Dupont, vous êtes de la télé ou de la radio? Je dis on est de la radio. Il dit ça tombe bien, alors rentrez, j'ai un scoop pour vous. Et donc ce mec-là, c'était le meilleur ami de Guy Joao qui était en prison. Et donc il m'explique clairement que c'est pas lui. Et donc moi, et clairement c'est pas lui, il y a pas de débat. Donc je sors, je fume une clope, j'avais arrêté de fumer, je me dis putain. C'est pas lui, putain, c'est pas lui. Et donc, je rentre à la radio, je préviens mes chefs, mais vraiment, personne n'écoute à France Info. Je monte à France Inter, je leur dis, c'est pas lui, mais j'envoie un mail général. Et puis, finalement, le lendemain matin, on commence quand même, les sources commencent à frissonner un peu et on bascule. Et donc, fort de cette interview qu'on avait... Radio France essaye de s'en sortir la tête haute en disant non mais nous on l'a vu avant les autres. Donc à l'intérieur de Radio France on a fait un énorme débrief là-dessus et on a créé une agence France Info pour justement que ça n'arrive plus jamais et notamment sur les sources qui sont à l'étranger parce que là on n'y peut rien, on avait 3 sources différentes et quand on a 3 sources on y va quoi, mais en fait ça venait de l'étranger. Enfin, il y a plein de raisons qui ont fait qu'on est arrivé à ce fiasco et en tout cas, cette forme-là de fiasco n'existera plus. Peut-être d'autres formes, mais et donc on s'est réorganisé. Et on essaye quand même de faire ce mea culpa. Je veux dire, moi, on a parlé dans les médias en disant voilà, on s'est planté. On s'est planté pour telle raison en tout cas nous pour recréer la confiance on a créé alors c'est hyper c'est hyper rigoureux parce qu'en fait on peut plus rien affirmer tant qu'on nous-mêmes nous l'avons pas vérifié. Même quasiment un procureur qui parle, il faut qu'on l'ait eu au téléphone ou qu'on l'ait entendu, mais on vérifie l'AFP nous par exemple. Donc voilà. Après, est-ce que ça c'est à notre échelle à nous, chaque média va le faire à son échelle, mais voilà, nous, comment on essaie de répondre à cette question. Puis on fait aussi d'éducation média où on raconte cette histoire dont on n'est pas très fier, c'est clair. Pardon. Juste un mot là-dessus aussi, parce que cette affaire-là, c'est intéressant. Alors, c'est un fiasco un peu journalistique, mais en même temps, c'est aussi une énorme coïncidence parce que la police écossaise fait les prélèvements d'empreintes. Les prélèvements
c'est le cœur du truc. Mais le prélèvement correspond. C'est voilà, c'est ça. Mais, parce qu'ils ont des critères un peu plus bas. Mais même malgré ça, il y a une chance sur des dizaines de millions que ça colle. Et il y a une personne qui fait fuiter l'information, qui va intoxiquer les autres. Et donc il y a 3 sources, mais qui prennent leur information de la même personne. Donc c'est 3 sources que des journalistes vérifient. Enfin, moi, je connais un peu la personne du Parisien qui fait fuiter l'information. Je crois que ça l'a vraiment mis plus bas que terre, mais lui, il vérifie l'information auprès de 2 personnes. Sauf que ces 2 personnes ont reçu l'information de la même. Et du coup, il se plante. Mais du coup, c'est un fiasco médiatique et aussi un fiasco policier parce que l'information aurait jamais dû sortir d'Écosse et elle est sortie par des Français, mais elle aurait jamais dû sortir de là en fait avant que la police française arrive sur place et fasse ses propres vérifications. Donc c'est un mélange de tout ça et juste pour compléter quand même là-dessus, c'est que il y a une personne par rapport à ce que je disais tout à l'heure selon laquelle les faits divers font toujours plus de victimes. Guy Joao, il se fait arrêter, il va en prison et il est décédé 2 ans après et il meurt d'un cancer qu'il a contracté après. Quel est le lien direct ou indirect, je sais pas, mais ce qui est de toute façon ça sera jamais prouvé, mais ce qui est sûr c'est qu'il a souffert énormément des conséquences de cette affaire-là et que d'une certaine façon tout le monde en est responsable. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles heureusement que t'aies fumé une clope, mais voilà, c'est aussi une des dérives aussi terribles de ce qui peut arriver. Bonjour. Ondine, est-ce que vous pourriez... Je suis ici. Est-ce que vous pourriez nous parler de la rémunération et est-ce que vous vivez de vos bouquins? C'est du travail, j'imagine, qui prend des mois et des années. On connaît un peu la valeur des avaloirs des maisons d'édition. Comment vous faites pour vivre de votre travail de journaliste sur des enquêtes de faits divers? Alors, je ne vis pas de ça, effectivement. C'est bien vu. Non, je ne vis pas de ça. Je suis pigiste pour Madame Figaro, qui me permet de vivre. Je suis pigiste parfois pour M, le magazine du Monde aussi. Je donne des cours de journalisme au CFJ. Je donne parfois des cours de journalisme ailleurs et d'écriture. Et en fait, le livre... c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. Enfin, le reste aussi, hein, mais je veux dire, c'est vraiment... Si pour résumer, faire pas une réponse trop longue, c'était très dur pour moi de partir de Libération. J'avais aucune envie de partir en 2016, mais je me rendais compte que je voyais pas du tout mes enfants grandir. Je vous posais des questions sur la vie des journalistes et les équilibres, etc. Donc voilà, la vie de famille. Je voyais pas mes enfants. J'écrivais sur les enfants maltraités. Bon, les miens, je les maltraitais pas, mais enfin, je les voyais pas. C'était pas top quand même. Mais pour moi, c'était un déchirement énorme en fait de partir de Libération parce que c'est une rédac incroyable. Enfin, je veux dire, l'ambiance, les collègues, les amis, la liberté. Ce que je vous racontais tout à l'heure, de pouvoir dire sur ce sujet, non, moi, j'irai pas recueillir les larmes, j'irai pas recueillir le sang, je vais faire quelque chose de pudique. Et vos chefs qui disent, bien sûr, pas de problème. Enfin, c'était juste insensé la chance que j'avais de bosser pour ce journal et la chance que j'avais de faire de la chronique judiciaire. La chronique judiciaire, c'est le truc le plus fou du monde. Il y a sûrement plein de journalistes là parmi nous. Journalistes, c'est quand même, on appelle les gens, on les embête, on les rappelle, on les sollicite, on les relance, Chronique judiciaire, vous asseyez et vous avez devant vous un théâtre incroyable avec tout le monde, toutes les personnes qui vous auraient jamais répondu au téléphone, qui viennent raconter l'histoire, le témoin, le truc. Donc pour moi, c'était aussi, et je sais très bien que les pigistes ne font pas de chronique judiciaire parce que c'est juste le truc le plus cool du monde. Donc évidemment, dans les rédactions, tout le monde veut le faire. Donc c'était aussi dire adieu à la chronique judiciaire. Et donc le livre, en fait, ça a été ma consolation professionnelle. Je fais ce choix pour ma vie personnelle et le livre, c'est vraiment pour me faire plaisir. Je ne vis pas du tout de ça. Tant qu'on ne nous met pas dehors, je continue les questions. Merci. Bonjour, moi j'avais une question sur l'avantage du recul quand on fait un retour sur un fait divers. Je pense par exemple au procès de Mazan, on a entendu que derrière il y allait avoir des livres qui allaient être publiés, tout ça. Et en tant que futur journaliste, je m'interroge sur est-ce que c'est pertinent de faire un livre tout de suite après un procès? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas attendre, je sais pas, quelques années ou voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai couvert Mazan.
Nous, on a fait un podcast dans la foulée. Ma collègue Mathilde Lemaire, elle a fait un podcast tout de suite après le procès, mais pour raconter les coulisses du procès. En fait, je pense qu'il y a plein de strates, plein de choses à raconter différemment. Il y a eu ce récit des coulisses qu'il faut faire tout de suite parce que sinon on oublie. Mais il y a en préparation, il y a comment elle s'appelle, Madame Pellicot qui est en train d'écrire son livre à un valoir d'1 million. Il y a les avocats aussi qui sont en train de préparer un livre. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de livres en préparation. Il y a, par exemple, ma collègue, elle est en train de préparer aussi un livre sur des croquis. Et je ne sais pas comment répondre à cette question. Après, sur un procès judiciaire. Le recul, là, ça fait déjà plusieurs années que l'affaire s'est passée. Il y a eu une enquête, il y a déjà un long temps. Et on est dans ce long temps, finalement. Enfin, je ne sais pas comment... Le recul est déjà là. Après, le recul sur le procès, je sais pas, vous voyez, par exemple, là, on a vécu le procès des attentats du 13 novembre 2015 il y a quelques années. Il y a les livres arrivent. Il y a encore des livres sur le procès, effectivement. Donc, c'est... Non, mais effectivement, il y a plein de films en préparation aussi sur l'affaire de Mazan. Et une partie des témoins dit, en fait, nous, on ne veut pas parler avant le procès en appel, qui doit avoir lieu. Et il y a une espèce de course un peu bizarre, vu l'attention énorme que ça a suscité. Chaque producteur, chaque éditeur se dit on va en vendre des millions, quoi. Mais je suis pas sûr que tous ces projets aient grand chose de neuf à dire. Alors évidemment, le livre de Gisèle Pellicot que Judith Pérignon va écrire pour elle, ça, je pense qu'on le lira. Il y aura sans doute des choses intéressantes qu'elle n'aura pas dit jusque-là, pas développées jusque-là. Mais il me semble pas que tous les contenu soit hyper intéressant, sauf si quelqu'un trouve un angle ou un interlocuteur qui n'a pas encore été exploré. Safi. Ouais. Bonjour, j'avais une question à propos de l'affaire Ligonnès. Vous avez parlé tout à l'heure des dommages collatéraux sur l'affaire avec la mort de Michel Rétif et Emmanuel Teneur, ses deux meilleurs amis. Est-ce que vous pensez que la disparition de ces deux personnages, ça disparaît du coup les dernières traces les traces où on pouvait peut-être qui auraient permis aux journalistes de le retrouver ou alors aux enquêteurs, ou de savoir s'il est mort ou pas, cette fameuse question que beaucoup de gens se posent en France. C'est sûr qu'avec la disparition des témoins, et d'autant plus avec la disparition de témoins aussi importants, il y a une partie de la vérité qui s'envole. Ne serait-ce qu'une partie de la vérité même pas forcément sur sa disparition à lui, mais sur lui-même. Il y a des aspects importants, je pense, de Xavier Dupont de Ligonnès qui n'ont jamais été révélés par les deux, par fidélité, aussi sans doute par peur pour eux-mêmes de ce qu'ils avaient à dire aurait pu faire rejaillir sur leur propre potentiel, duplicité, complicité, etc. C'est très difficile de se mettre à leur place, mais quand tu as été l'ami de quelqu'un pendant 40 ans, que c'était la personne que tu voyais tous les jours, à qui tu as confié tous tes secrets, qui t'a confié tous tes secrets et duquel tu étais sans doute amoureux, tu découvres qu'il a tué sa femme et ses enfants et que c'est un monstre, même si les monstres n'existent pas. Et c'est vrai, en plus, c'est pas un monstre dans le sens où il faut pas en faire une personne c'est un être humain qui a fait un acte monstrueux. Quand tu te rends compte de ça, tout s'écroule chez toi. Tu sais plus ce qu'a valu ta vie. Et d'une certaine façon, ta vie est terminée. Et après, raconter ça à des journalistes dont tu n'as jamais entendu parler avant, à des policiers qui, eux, écoutent en se disant mais qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il savait pas, est-ce qu'il aurait pu l'aider, est-ce qu'il n'aurait pas pu l'aider, c'est très difficile. Je pense aussi qu'il est possible que l'un des deux ou d'autres, moi c'est une des seules pistes
à laquelle je crois pour expliquer cette disparition, parce que c'est très difficile de disparaître seul comme ça. Il est possible que quelqu'un l'ait aidé à son insu, pas de manière volontaire, et aurait subi une garde à vue de 48 heures. Bon, il n'y a pas eu de garde à vue, mais même une audition de témoins qui ont duré des heures et des heures, et aurait caché ça aux policiers. J'y crois pas une seconde. Par contre, qu'ils aient fait quelque chose, qu'à un moment, quelqu'un ait donné de l'argent à Ligonnès ou sans savoir ce qu'il avait fait, et n'ait jamais osé le dire en se disant mais tout le monde va me prendre pour un monstre, pour le coup, pour un coupable. Ça, je pense que c'est possible. Et donc, effectivement, plus l'affaire s'éloigne, plus les gens disparaissent, moins on a de chances de le retrouver d'une certaine façon. Et puis, en même temps, les affaires judiciaires montrent que personne n'est jamais à l'abri. Et c'est tout à fait possible qu'on le retrouve dans 3 jours ou dans 5 ans. Au début, on parlait du Malaysian Airlines. Là, je vous disais que j'avais travaillé sur les deux en même temps. Là, il y a des recherches sous-marines qui recommencent sur le Malaysian Airlines. On l'a pas trouvé depuis 10 ans. Et en fait, cette fois-ci, c'est quand même possible, vraiment probable même, qu'on finisse par le retrouver. Et qu'on ait l'explication à ce mystère qui est peut-être encore plus dingue. Qu'un homme disparaisse, c'est fou, sans laisser de traces, mais qu'un avion disparaisse et qu'on ne sache pas comment ni pourquoi, en vrai, c'est plus inimaginable encore. Peut-être qu'on va le résoudre. Donc, je suis pas non plus... je crois encore à la possibilité de la résolution. Merci beaucoup à tous pour ces échanges. Merci pour vos questions.